Bonjour à tous et bienvenue dans cette aventure qui commence et j'espère bien que cette aventure durera. Il avait voulu être architecte. Par la force des choses, il est devenu aujourd'hui gérant d'une entreprise qui donne du travail aux autres. Comme quoi, on peut rêver d'une chose, mais la réalité nous rattrape. Je suis heureux de recevoir notre premier invité d'Impasse. Impasse, votre podcast qui met en avant les talents, qui met en avant des parcours qui inspirent, des parcours qu'on ne connaît pas, mais qui impactent nos vies. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. Yassine, bienvenue. Merci, c'est le plaisir pour moi. Comment tu vas? Très bien. Toi-même? Ça va, tranquille. Et du booster? Ça va, tout va bien. On pousse en calme, comme on le dit. D'accord, vous poussez, vous calmez. Voilà, donc je vais te laisser 1 minute pour te présenter brièvement à ceux qui ne te connaissent pas. On va revenir sur ton parcours dans la globalité. Qu'est-ce qu'on dit quand on demande qui est Yassine? D'accord, moi je suis Yassine Ndolenoji. Je me définis comme un entrepreneur social. Voilà, donc les détails viendront après. D'accord, voilà, les détails viendront. On va attaquer très rapidement avec ton parcours, ton enfance. Tu as commencé à Koumra, à Bebaloum, à Mondou, à Béré, à N'Djamena, puis tu as continué tes études supérieures. C'est à peu près ton parcours de l'école primaire au collège, puis le lycée, c'est bien ça? C'est bien cela. Comment ça a commencé? Alors, tout a commencé d'abord à Koumra, oui. Comme tu l'as dit. Tu es né à Koumra? Non. J'étais né dans ma ville natale, qui est Mondou. D'accord. Alors, mon père qui était fonctionnaire et qui travaillait pour le ministère de l'Agriculture était chef de secteur de l'ONDR à Koumra. D'accord. Et c'est à cette époque-là que j'ai fait mon entrée à l'école primaire. Donc, j'ai commencé à Koumra. Je devrais commencer d'abord par le primaire, la classe de CP1, pour ceux qui connaissent le système tchadien. Malheureusement, au premier jour, lorsque mon père m'a amené à l'école pour m'inscrire, j'avais 5 ans à l'époque. L'école, c'était une école catholique, et comme on connaît très bien les écoles catholiques au Tchad, leur exigence, c'est qu'il faut avoir un minimum de 6 ans pour être admis au CP1. Donc, malheureusement, je n'ai pas été inscrit au premier jour en classe de CP1. On a dû m'inscrire à la maternelle pour une année, je crois que c'était en 92. Et c'est là où tout a commencé, à l'école Sainte-Thérèse de Koumra. Sainte-Thérèse de Koumra. Ouais. Et tu restes à Koumra pendant combien de temps? Alors, j'ai fait la maternelle de 92 à l'année scolaire 92-93 et puis 93-14, j'ai fait mon entrée à l'école au primaire en classe de CP1 et j'y suis resté pendant 2 années. J'ai fait le CP1 et le CP2. Après cela, mes parents devraient quitter la ville parce que mon père à l'époque devrait repartir à l'école pour ses études supérieures. Donc, il fallait qu'on se relocalise dans une autre ville. C'est comme ça que j'ai quitté en 95 pour aller à Bebaloum, où j'ai poursuivi le cursus à partir de la classe de CE1. Et comment on fait pour quitter une grande ville comme Koumra et on se retrouve à Bebaloum, même si on est enfant? On n'est pas dépaysé par hasard? Bon, pas beaucoup. Bon, d'abord, comme tu l'as si bien dit, ce n'était pas un choix. C'était presque imposé. Parce que étant enfant, on ne faisait que suivre les parents. Donc, j'ai quitté Koumra, qui était à l'époque, je crois, une sous-préfecture. C'était en quelle année? En 95. Je crois à l'époque. Je n'étais même pas né. Ah bon? Dans l'ancien découpage administratif, Koumra était une sous-préfecture, mais l'une des plus grandes sous-préfectures du Tchad à l'époque. Alors, j'ai quitté une sous-préfecture qui était Koumra pour aller à Bebaloum, qui était en ce temps-là canton. La différence n'était pas si grande parce que Bebaloum, pour ceux qui connaissent un peu Bebaloum, c'est un village, si je peux le dire ainsi, qui est devenu aujourd'hui une ville, qui a une histoire très longue avec la présence des Occidentaux qui sont depuis les années 50-58. Oui, bien sûr, les missionnaires. Voilà, donc ils ont un très grand hôpital là-bas. Donc, de temps en temps,
on a la visite des Occidentaux qui viennent. On a même un aérodrome. On avait déjà un aérodrome en ce temps. Il y avait donc là le village de Bebalom ou bien le canton Bebalom n'était pas tellement différent de Koumra à l'époque. D'accord. Même si le milieu culturel a un peu changé, la famille dans laquelle j'étais à Koumra n'était pas la même que j'ai trouvée à Bebalom. Mais de façon générale, je n'étais pas vraiment dépaysé. D'accord. Donc tu fais 2 ans à Bebalom. Oui. Après, tu te retrouves à Mondou. Oui. J'ai fait, comme je l'ai dit, j'ai fait la classe de CE1, CE2 à Bebalom, à l'école évangélique de Bebalom. Et comme je l'avais dit, j'ai dû quitter Koumra pour Bebalom parce que mon père devrait aller étudier et il voulait pas qu'on reste à Koumra seul. Donc voilà, j'étais allé à Bebalom et j'ai fini le CE1, le CE2 et les 2 années ont permis à mon père de finir aussi ses études. Il est revenu en 97 et quand il était revenu, on l'a affecté à Mondou, donc il fallait le rejoindre à Mondou. C'est ainsi qu'on a quitté Bebalom en 97 pour rejoindre le papa à Mondou en 97. Donc à Mondou, vous faites aussi 2 ans et puis vous vous déplacez encore. Oui. Pour Béry cette fois-ci. C'est bien là cela. où tu as fait ton collège. Bien sûr. L'intégralité de ton collège ou une partie de ton collège? Non, l'intégralité. Alors, j'ai fait le CM1 et le CM2 à Mondou. J'ai eu mon concours d'entrée en 6e, le certificat d'études primaires. Je les ai fait tout ça à Mondou. J'ai obtenu, le concours d'entrée en 6e en 99. Donc, c'est exactement l'année où mon père devrait aller à Béret pour une nouvelle aventure professionnelle, parce qu'il il a été détaché du ministère de l'Agriculture pour une œuvre chrétienne. Donc voilà, j'ai quitté et c'est à Béret que j'étais entré au collège en classe de 6e. Et à Béret, j'ai fait tout mon cursus, je dirais, de collège. Donc de la 6e en 3e. D'accord. Entre 99 et 2003. D'accord. Donc tu finis à Béret et à partir de là, grande aventure, tu rejoins N'Djamena pour intégrer le lycée technique industriel de N'Djamena. Oui. Art de Djumbal, c'est bien ça. Oui, c'est bien cela. D'accord. Alors, je crois que c'est parce que je devrais aller au lycée industriel que j'ai dû me séparer des parents. D'accord, donc les parents sont restés. Hein. Les parents sont restés à Béret. Mais comme j'étais admis au lycée industriel, à l'époque, c'était qu'à N'Djamena. C'était ta première fois à N'Djamena? Non. J'étais déjà passé à N'Djamena, je crois. Ma première fois de venir à N'Djamena, je crois que c'était dans les années 2000-2001. Et c'était quoi l'ambiance, première ambiance quand tu arrives à LTI? Oui, j'étais arrivé au LTI pas comme un premier arrivé à N'Djamena, mais comme un premier arrivé dans un établissement d'enseignement spécialisé et professionnel dans une grande ville. D'accord. Alors, à l'époque, c'est que au LTI, on avait des élèves qui venaient de tous horizons. Donc, c'était un concours national, donc des jeunes de plusieurs localités du Tchad passaient le concours. Donc, on venait de plusieurs localités. Il y avait des jeunes qui venaient de Mondou, moi qui venais de Béret, ceux qui venaient de l'Aï, du Nord, de l'Est, de l'Ouest. Donc, on était vraiment une diversité de jeunes qui venions de différentes localités du Tchad. Alors, l'expérience, c'est que je n'avais pas affaire à la même catégorie de personnes que j'étais habitué avec. À Béret, par exemple, c'est un milieu un peu rural. Donc, on avait des élèves qui venaient peut-être des zones un peu plus reculées, des villages, voilà. Donc, la façon de se comporter, de raisonner n'était pas la même. À N'Djamena, j'avais affaire à des jeunes qui on appelait en ce temps branchés, qui parlaient peut-être le langage que je peinais à comprendre dans un premier temps. Mais bon, comme étant jeune, on s'adapte très rapidement. Voilà, bien sûr. Donc, j'ai dû m'adapter très rapidement dans le milieu et voilà, je me suis fait des amis et voilà, l'aventure a commencé en 2003 au lycée industriel et voilà, jusqu'en 2006. Et tu obtiens ton bac en 2006. Ouais, en 2006, ouais. Alors, moi, je voulais revenir sur quelque chose. Ouais. Tu es arrivé au lycée technique industriel. Ouais. Est-ce que c'était un choix réfléchi en amont ou c'est une orientation simple? Oui, c'était un choix personnel.
Qu'est-ce que tu voulais devenir en passant par le lycée technique industriel? Pilote d'avion. Et c'était le seul choix, ce n'était pas le bac C non. lycée. J'étais tout petit, mon ambition étant petit était toujours de devenir un jour pilote. C'était bizarre, l'ambition de devenir pilote est née juste d'une curiosité ou bien voilà, étant petit, je voyais les avions survoler la nuit et je me suis dit mais comment cela est possible? Les aînés me disaient mais il y a un conducteur, un pilote comme un chauffeur, comme on a pour les véhicules, qui conduit. Alors j'ai dit, mais ça c'est vraiment une merveille. Je veux être comme ces pilotes-là. Ça a commencé comme ça. Moi je pense que les gens de votre génération et peut-être de ma génération, tout le monde voulait devenir pilote. Beaucoup de gens vont se reconnaître, mais tout le monde voulait devenir pilote. Bon. Jusqu'à ce que la vérité se confonde à nous, la réalité nous rattrape. Tout le monde vous devenez pilote, et ceux qui ne veulent pas devenir pilote, tout le monde voulait devenir avocat. Avocat, ouais. Parfois aussi médecin. Voilà, tout le monde voulait. Bon, peut-être aussi c'est parce que c'était peut-être les métiers les plus connus ou bien les plus visibles, peut-être. Les plus prisés, hein. Ouais, prisés, justement. D'accord, donc en 2006, tu obtiens ton bac à LTI. Ouais. Et c'est un boulevard où la galère commence. Bien sûr, comme tout jeune Tchadien qui obtient son bac, il fallait déjà chercher les voies pour les études supérieures. Et bien que j'avais nourri comme ambition de devenir pilote, je ne savais pas comment faire pour devenir pilote. Ça, je ne savais rien de l'information manquée, voilà, l'orientation. C'est aussi ça le défaut de notre système, parce que on n'oriente pas les jeunes vers des métiers, on ne les informe pas assez. Bien sûr. On fait des choix jusqu'à ce qu'on arrive en terminale et on se retrouve à courir dans tous les sens, on perd une année à la maison et après on prend ce qu'on a. Exactement. Et malheureusement, c'est que pour des jeunes issus des familles modestes, le choix des études supérieures n'est pas souvent dicté par l'ambition ou bien la vision du jeune. Ou bien surtout les compétences. Tu peux avoir les compétences les meilleures notes, mais bien sûr, tu peux pas forcément. C'est beaucoup plus dicté par les moyens dont disposent les parents. Ouais, n'est-ce pas? Pour des jeunes dont les parents ont assez de moyens, ils peuvent facilement peut-être accéder aux études qu'ils aspirent à faire. Mais pour les jeunes dont les parents n'en ont pas, ils sont obligés de prendre ce qui était... C'était le cas pour toi? Oui, bien sûr. Alors, les parents avaient les moyens? Non. Pour des chefs de secteur à l'époque. Non, mon père, il était un modeste fonctionnaire. Il travaillait pour le ministère. Un chef de secteur. Il faut rappeler qu'un chef de secteur... Un chef de secteur. Ce n'est pas n'importe qui. Non, mais bon, heureusement que, voilà, mon père, avec ce qu'il gagnait, il s'occupait normalement de nous, surtout l'aspect éducatif, voilà, l'aspect aussi sanitaire, il s'occupait normalement de nous. Mais bon, il n'était pas classé quand même parmi les, comme on le dit aujourd'hui, les debout. Voilà. Et puis tu n'es pas le seul non plus. Bien sûr. Alors, donc je finissais j'obtenais mon bac en 2006 et, comme je l'ai dit, je voulais devenir pilote, mais je ne savais pas exactement comment faire pour devenir pilote. Mais curieux que j'étais dans mes recherches, je traînais dans la ville, je cherchais où est-ce qu'on peut avoir des opportunités d'obtention de bourse. Et un jour, dans mes recherches, je suis allé à la direction de l'aviation civile, à l'ADAC, où on a fait une affiche pour annoncer l'ouverture d'un concours pour le recrutement des jeunes pour l'école d'aviation civile d'Éthiopie. Et c'est là où j'ai dit, mais il y a une opportunité qui correspond avec mon ambition. C'est comme ça que j'ai décidé de, comment on appelle, fournir mes dossiers. Et puis voilà, j'ai commencé à fournir les dossiers. J'ai été retenu, j'ai fait le test écrit. Malheureusement, j'ai pas été retenu à la phase finale. Donc, mon ambition de devenir pilote s'était éteinte à ce niveau-là. Donc, tu as tenté de devenir quand même pilote, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'était la seule chose que tu as cherché à faire ou Non, ce n'était pas la seule chose, mais c'était la première chose que j'avais essayé de faire. Devenir d'abord pilote, ça n'a pas marché. Maintenant, je prenais tout ce qui venait sur mon chemin. La condition pour moi, c'était que ça soit des études prise en charge, financé, soit entièrement ou au moins partiellement,
parce que les parents n'avaient pas les moyens suffisants pour pouvoir payer peut-être les grandes études pour moi. Donc, j'avais raté ça. J'ai déposé à l'université d'Indiamena, à la faculté de Farsha, pour En quoi? Les sciences techniques. Sciences techniques, Voilà, pas comme j'avais un bac retenu. E, voilà, donc je voulais faire les sciences techniques. Malheureusement, j'ai pas été retenu parce qu'à l'époque, on nous disait que pour être retenu, il faut avoir au moins une moyenne de 12 au bac. Je n'avais pas une moyenne de 12 au bac. J'avais une moyenne qui tournait autour de 10 quelques ou 11. Donc, je pouvais pas être admis à l'université de N'Djamena. Bon, ça, c'est ce qu'on disait, mais la réalité peut-être était différente. Et après, tu as fait le concours de l'IAMO. L'IAMO, oui, bien sûr, bien sûr. Architecture. Bien sûr, bien sûr. Toujours dans mes recherches, j'étais tombé aussi sur un avis à concours pour l'IAMO, l'école africaine des métiers d'architecture et d'urbanisme de Lomé. Alors, comme j'ai raté avec la filière pilote, il fallait maintenant trouver un autre moyen. Donc, c'est comme ça que j'ai dit, bon, il faut s'engager. Je me suis engagé, j'ai fait aussi le concours. Malheureusement, j'ai pas été retenu. Je crois que c'était en 2007, une année après mon bac. Voilà. Et après ça, beaucoup de choses commençaient par tourner dans ma tête. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est à partir de là où tu désespères? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'étais presque désespéré parce que je voyais mes amis avec qui on a obtenu le bac ensemble s'envoler pour des études, s'inscrire dans des écoles ici. La plupart étaient déjà en train de finir leur première année d'université et je me voyais à la maison en train de courir. Bon, le désespoir était né à partir de là. Et il faut le dire, ces sentiments de rester à la maison et les autres commencent les études, bien sûr. Il faut le vivre pour comprendre. Moi, j'étais resté une année à la maison et c'était horrible. C'était horrible, donc surtout que voilà, je tiens à préciser que vos recherches de bourses et des offres, vous ne les faites pas sur Internet. Vous ne les faites pas à moto. Vous les faites à pied. Ça veut dire que vous quittez fond de Walia, vous marchez jusqu'à Ladak, vous marchez jusqu'à Farsha. Heureusement, mes parents, à l'époque, mon tuteur avec qui je vivais, chez qui je vivais, était à Ardeb Djoubal. Ardeb Djoubal, c'était un peu quand même au centre. Mais on quittait Ardeb Djoubal à pied, on marchait jusqu'à Ladak. Ladak, c'est en ville là-bas. On marchait pour aller. Parce que à ce temps-là, si on avait peut-être 100 francs, 200 francs, on préférait utiliser ces 100 francs pour boire de l'eau ou bien manger que de les dépenser pour le bus. Donc on marchait et l'Internet aussi, c'était vraiment un luxe en ce temps-là. Je me rappelle, il y avait un cybercafé, pour ceux qui connaissent bien N'Djamena, en face de l'ancienne Oil Libya, non loin de Kassabangali, oui. Oui, à Sabangali. Près de la RNT. Oui. Voilà, près de la RNT, devenu maintenant Ola. Il y avait un coin, il a un cybercafé à l'époque, où les gars faisaient des promotions chaque dimanche. Ils faisaient des promotions de connexion Internet, 1 heure à 1000 francs, je crois. 1 heure à 1000 francs. Et c'était une promotion. Une promotion, 1 heure à 1000 francs. Alors, on se mettait en rang, on s'inscrivait, on attendait en ligne, sur le rang pour au moins savoir accès à un ordinateur et puis la connexion Internet. Et ma curiosité m'amenait aussi à regarder, voilà, est-ce qu'il y a des opportunités de bourse à partir de l'Internet? Et c'est là où j'ai failli aussi me faire... Oui, j'allais venir sur ça. Tu as failli te faire arnaquer. Arnaquer, oui. C'était les experts canadiens, c'est ça? Mais bien sûr. Qui me proposaient tout. Une bourse d'études prise en charge entièrement, voilà. Mais il faut payer les frais. Bien sûr. Au moment, à un stade avancé, on me dit, mais il faut payer $5000 pour pouvoir poursuivre les dossiers. J'ai dit, mais bon, ça, je n'ai pas les possibilités. Je n'ai pas les $5000 demandés pour donner. De deux, j'ai commencé déjà à douter un peu de la crédibilité de ces échanges avec ces personnes. C'est en ce moment que j'ai pris le soin d'en parler à des gens autour de moi qui m'ont finalement déconseillé. D'accord. Donc, heureusement, j'ai échappé à cette arnaque. D'accord, c'est assez intéressant ce parcours-là. Donc, juste pour récapituler, on est parti de Komra à Bebalum, en passant par Mondo, Béré. Tu arrives à N'Djamena, tu obtiens ton bac à LTI en 2006. Une année blanche à chercher. Bien sûr. À chercher de la plus pire des manières, parce qu'à l'époque, ce n'était pas aisé de chercher. Et pour les jeunes de ma génération, prenez-en de la graine, parce que ce n'était pas... C'est mieux maintenant. Avant, on dit c'était mieux avant, mais c'est tout le contraire. C'est mieux maintenant. C'était plus pire avant. Donc voilà, à partir de là, en 2007,
tu t'envoles ou tu prends la route, hein, pour être précis, tu prends la route sûr, pour le Nigeria, le nord du Nigeria, où tu t'inscris, tu fais d'abord les cours de langue pendant 8 mois, tu t'inscris à l'université, et à l'université au Nigeria, tu étudies l'architecture. C'est bien cela. Alors, 2007, donc une année après le bac, après avoir épuisé toutes les options que j'avais, ou bien je pensais obtenir, dans un échange avec mon tuteur, paix à son âme, il me disait, mais ça me peine de te voir à la maison. Tu es un jeune qui aime étudier, tu as de la volonté, et voilà que tu n'as pas obtenu des possibilités pour faire tes études juste après le bac, mais ça me peine de te voir encore à la maison pour une deuxième année. C'est mieux que qu'on réfléchisse ensemble sur ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Et ensemble avec mon père, ils ont décidé de m'envoyer au Nigeria faire les études supérieures. Et tu fais l'architecture, quelque chose que tu n'as... J'ai déjà imaginé, même si j'ai fait le concours de l'EAMO, le métier d'architecture n'a jamais... Défaut. C'était par défaut. Le métier d'architecture n'a pas vraiment fait partie de mes ambitions, étant plus jeune. Et on voit le résultat aujourd'hui. Tu n'es pas architecte, ça c'est quelque chose de très clair. Et au Nigeria, tu passes 4 ans pour obtenir ton master, parce qu'il faut le rappeler, quand on part au Nigeria étudier à l'époque avec un bac tchadien, on passe directement à la deuxième année. Bien sûr, donc tu fais 4 ans, tu obtiens ton master. Tu rentres, c'était autour des années 13. 12-13, 12-13. Voilà, c'est ça. Donc, j'étais allé d'abord, je reviens très rapidement sur comment je suis arrivé au Nigeria, parce que c'est important pour moi. Mon tuteur, chez qui je vivais, comme je l'ai dit dans cette émission, il avait un partenaire avec qui il travaillait. Le partenaire était basé à Jos, et ils étaient venus en mission. Donc, il repartait, il leur dit, mais bon, moi, j'ai mon jeune qui veut aller là-bas. Est-ce vous pouvez pas le prendre avec vous? Avec une petite Corolla, ils m'ont pris dedans. On a fait le trajet de N'Djamena jusqu'à Jos. Par la route, on est arrivé là-bas. De là-bas, on m'a envoyé à Zaria, où je m'étais inscrit à l'université pour faire le cours de langue anglaise. Voilà. Donc, au même moment que je faisais le cours d'anglais, je cherchais aussi les admissions dans les universités. C'est ainsi que j'ai obtenu une admission dans une autre université dans le nord-est, précisément à Yola, dans l'état d'Adamawa. Donc à l'époque c'était l'université fédérale de Yola. Donc j'étais admis en architecture, où je m'étais inscrit directement en deuxième année, comme tu l'as dit, parce qu'avec un bac tchadien, l'admission se faisait directement en deuxième année. Alors c'est là où j'ai commencé mes études d'architecture en 2008, et je les ai terminées en fin 2012, et c'est en début 2013 que je suis revenu au Tchad. Et là, ton parcours académique arrive à la fin. Retour au Tchad en 2012-2013. Et c'est là où tu te confrontes à la réalité. Un autre calvaire. Tu fais 14 mois de stage au ministère. Stage non rémunéré, 14 mois. Raconte-nous, comment ça se passe? Stage de perfectionnement. Normalement, c'est 3 mois. Comment tu te retrouves à faire 14 mois de stage? Quand tu dis ça, ça me rappelle beaucoup de choses. Et lorsque je passe des moments d'échange avec des jeunes, ou bien lorsque j'entends des jeunes aujourd'hui dire que voilà, moi je ne vais pas accepter avec un master, je peux pas faire un stage non rémunéré, même de 2-3 mois. Alors, même obtenir le stage, ce n'était pas facile pour moi. Il a fallu utiliser des relations personnelles de mon père à l'époque pour que je sois admis en stage au ministère des Infrastructures, et précisément à la Direction Générale des Bâtiments Civils. J'étais arrivé là-bas en mars-avril 2013, où je devrais commencer un stage de 45 jours. Donc, j'ai fait les 45 premiers jours. Lorsque je les ai finis, j'ai demandé une reconduction de 45 jours encore. Donc, c'était au total 3 mois. Et légalement, après les 3 mois, je devrais quitter la structure. Donc, j'étais précisément en stage à la cellule d'études architecturales. J'avais un chef de la cellule qui était là à l'époque. Il n'avait pas un agent. Donc, j'étais le seul stagiaire qui l'a rejoint. Donc, j'étais même comme un agent à la cellule. Alors, j'ai fini les 3 mois, et le moment était arrivé.
Oui, légalement, oui, on me demande, bon, le stage est arrivé à terme, on m'a délivré mon attestation de stage et je devrais partir. Alors, je me suis rapproché un jour, un matin, comme ça, de mon chef, je lui ai dit, mais voilà que mon stage est terminé, on me demande de partir, mais je voudrais lui demander s'il peut me faire une faveur. Est-ce qu'il peut me permettre de continuer à venir travailler avec lui et lui donner un coup de main, même si c'est pas toute la semaine. Bénévolement. Oh, bien sûr, bien sûr. Donc, je lui ai parlé ouvertement. Et il a dit non, non, il n'y a pas de souci. Tout de suite, il m'a donné il avait 2 clés, il m'a donné une des clés. Voilà, une deuxième clé. Il dit bon, tu gardes la clé, tu viens à tout moment au bureau, tu travailles. Si j'ai des missions, je te confie. C'est comme ça que ça a commencé et le chef a commencé par me faire confiance et j'y suis resté. Alors. Et quel était ton carburant? Qu'est-ce qui te motivait à venir et de rester pendant, je sais pas moi, pendant 9 mois de plus? Oui. Dans la vie, de façon générale, et surtout dans le milieu professionnel, tout commence par une vision. Quelle est ta vision? Ma vision pour moi, c'est quoi? C'est que si je veux réussir dans le métier d'architecture, d'accord, c'est un métier libéral. Dans ce métier, si tu veux réussir, il faudrait vraiment se créer un bon carnet d'adresses. Il faut se connecter, il faut comment on appelle, être à côté des personnes dans le domaine. Alors, à l'époque, le bon endroit pour rencontrer des entrepreneurs, des architectes, des concepteurs, des ingénieurs de génie civil et autres, tout ça, le bon endroit ici au Tchad, c'était le ministère des Infrastructures. Parce que pour les marchés publics, tout le monde partait là-bas. Donc, je me suis dit, mais si je dois me créer un réseau utile dans mon domaine, je dois rester au ministère des Infrastructures, précisément à la Direction générale des bâtiments civils. Donc, c'est comme ça que je suis resté et j'ai réussi à obtenir ce que je voulais. Parce que, étant à la cellule d'études architecturales, on recevait les dossiers, par exemple, d'appels d'offres qu'il faut, par exemple, analyser et donner des avis sur les aspects architecturaux du projet. Et il y a des fois où on donne des coups de main aussi aux entrepreneurs pour le montage des dossiers d'appels d'offres. Et ça m'a permis de rencontrer et de côtoyer plusieurs entrepreneurs, dont l'un d'eux est le promoteur de l'entreprise Helico, que j'ai fait un clin d'œil. Un entrepreneur qui m'a vraiment marqué. Il fait partie de ces personnes-là qui m'ont lancé dans le domaine des bâtiments et des travaux publics. Alors, l'objectif pour moi, c'était vraiment de rencontrer ces personnes et j'ai réussi à rencontrer ces personnes. À travers ce stage-là, tu as rencontré quelqu'un qui était ton employeur après? Bien sûr. Il n'était pas vraiment mon employeur, mais il a ouvert beaucoup de portes pour moi. D'accord. Comment ça s'est passé? À l'époque, les entrepreneurs qui avaient des projets, qui voulaient répondre à des appels d'offres des marchés publics, faisaient souvent appel aux ingénieurs qui travaillent même au ministère des Infrastructures pour les aider parfois à monter les dossiers d'appel d'offres. S'il n'y avait pas conflit d'intérêt? Ah bon, mais... C'est le pays. C'est le pays. Bon, j'ai compris. C'est le pays. Voilà. Ça, c'est entre nous. Voilà. Vous comprendre, c'est le pays. Bien sûr. Donc, on montait les dossiers d'appel d'offres. Donc, un jour, il s'est rapproché de mon chef. Et mon chef, pour le rappeler, il est arabophone. Donc, le chef arabophone au sens du terme. Bien sûr. Parce qu'on a des arabophones aujourd'hui qui ne parlent ni arabe ni français. Non, lui, il a fait ses études en Irak. Il est très bon dans son domaine. Il est bien. Alors, il lui dit, mais rapproche-toi de ce jeune-là. Il peut te faire le travail. Donc, c'est mon chef qui l'oriente vers moi. Je l'ai aidé à monter le dossier d'appel d'offres. Il a réussi. Il a réussi à obtenir le marché. Et c'est là où tout a commencé. Il va maintenant dire aux autres dans l'entourage, il dit, mais oui, il y a un jeune là, à la cellule architecturale, il est très bon, il m'a aidé à monter un dossier et puis ça a réussi. Donc c'est lui qui m'a référé maintenant à d'autres collègues entrepreneurs et tout le monde venait vers moi. Et comme moi, j'étais un jeune à mes débuts, mes factures aussi n'étaient pas si salées que les autres, que les anciens. Donc, tu faisais le bon job. Et puis à des coûts réduits. Voilà, à un bon prix. Donc beaucoup préféraient venir vers moi pour, voilà. Je me rappelle encore d'un entrepreneur qui était venu vers moi pour l'aider à monter 3 ou 4 dossiers d'appel d'offres. Il m'a payé presque 1 million. Il m'a payé 950 000. C'était la première fois où j'avais reçu beaucoup d'argent. Hein? C'était ton bon salaire. Bien sûr. Donc, je n'avais pas de salaire ou bien je n'avais pas une rémunération pour mon stage. Mais
les à côté. Donc, il m'a payé 980 ou 960 juste pour aller à Farsha. Donc, la première des choses qui m'est venue à l'esprit, lorsque j'ai eu les 980 000, j'ai dit, bon, je dois acheter une moto. J'ai pris, je crois que c'était 500 ou 600 000. J'ai acheté une moto avant de faire autre chose. Donc, c'était comme ça que j'ai commencé et voilà. Les contacts que je me suis créés au niveau du ministère des Infrastructures m'ont été utiles, même après mon départ. Même après mon départ. Donc, tu parles du ministère des Infrastructures en quelle année? Je crois que c'était en 2014, août-septembre 2014. C'était à l'époque où on avait la question de crise économique. Où le président a décidé de geler tous les projets. Après, il y avait les 16 mesures. 16 mesures aussi qui étaient... Voilà, donc c'était... Bien sûr. Donc, les choses étaient vraiment au ralenti. Le secteur de BTP en général était au ralenti. Et c'était en ce moment-là que je commençais à réfléchir. Je me suis dit, mais avec tout ce qui se passe, on ne sait pas quand ça va finir. Est-ce que ce n'est pas le lieu de se réinventer un peu sur le plan professionnel? C'est en ce moment que j'ai décidé d'arrêter mon stage au ministère des Infrastructures. J'ai quitté en 2014, septembre, je crois. Et je me suis accroché. Dans le domaine, oui, je reste encore dans le domaine. La profession. Bien sûr, mais j'ai quitté seulement le ministère. Et parallèlement, tu t'engages pleinement dans la vie associative. Ouais, bien sûr. Au quartier, bien sûr. Gérer une association. Absolument. Donc, c'était comme ça. C'est important parce que ton parcours associatif définit ce que tu es aujourd'hui. Bien sûr. Aujourd'hui, tu es un gérant d'entreprise sociale. Ouais. J'ai dit le patron, mais tu ne veux pas. Je suis un employé de job pour ça. Donc, aujourd'hui, tu te lances dans le parcours entrepreneurial, mais j'ai quelque chose à préciser, c'est que les stages, ce n'est pas inutile. Non, pas du tout. Ce n'est pas inutile. Moi, ça dépend de ce que tu as en fait de ton stage. Voilà. Ça dépend de ce que tu as en fait de ton stage. Comment tu fais ton stage. Ouais, bien sûr. D'accord. C'est à toi de tirer les bons profits de ce que tu fais. Là où tu es, peu importe où tu es, tu peux créer des doudous. Ça tombe pas du ciel. Non. Ça tombe pas du ciel. On peut t'envoyer acheter à manger le midi, mais c'est qu'à midi qu'on te demande d'acheter à manger. Le reste du temps, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, c'est assez important. Moi, c'est une ligne qui m'intéresse bien. Tu le sais bien. Bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça que c'est toi que j'ai D'accord. le premier numéro. Donc, voilà. Après, tu restes dans le métier jusqu'à ce que d'autres opportunités se créent. Moi, je voulais qu'on aille un peu rapidement. On va aller rapidement sur le projet. Aujourd'hui, tu es gérant de Job Booster. Job Booster Entreprise. Tu étais le premier à commencer le projet Job Booster. Comment tu arrives à Job Booster ou comment tu te mets en contact avec tes partenaires, ceux qui aujourd'hui derrière t'épaulent sur Job Booster? Alors, comme je l'ai dit, tout a commencé déjà avec la crise économique de 2014. C'est là l'élément déclencheur. L'élément déclencheur parce que je ne voyais pas beaucoup de perspectives dans le domaine, dans le secteur de BTP. Et c'est en ce moment que j'ai quitté le ministère, mais j'étais resté encore dans le domaine. J'ai travaillé avec un aîné, architecte, qui m'épaulait, qui partait faire les prospections, il obtenait des clients, il venait vers moi, je montais les dossiers et puis voilà. C'est comme ça qu'on évoluait. Alors, parallèlement, j'ai mis en place une association qu'on appelle Solidarité d'action des jeunes pour le développement durable au Tchad, SAGED à l'époque. Alors, ce qui va peut-être paraître un peu bizarre, c'est que j'étais chercheur d'emploi à ce temps-là, mais j'ai créé des initiatives pour accompagner les autres chercheurs d'emploi. Comment ça se faisait? C'est fou parce que tu es chercheur d'emploi, mais tu crées une association qui permet aux chercheurs d'emploi d'avoir du travail. Bien sûr. Voilà, comment on faisait? C'est que on se retrouvait, nous, chercheurs d'emploi à l'époque, on se retrouvait un soir autour des initiatives, on échangeait. Et l'une des personnes avec qui on a démarré cette initiative, tu dois le connaître, c'est Maître Azaf. Il est actuellement au cabinet Franck Lass, comme avocat. Avocat titulaire là-bas. C'est lui qui m'a déposé. Voilà, bien sûr, voilà. Il faisait partie de ces personnes avec qui on a commencé avec l'association. Donc, il y avait lui, il y avait Florent et autres. Donc, on se rencontrait, on échangeait sur nos expériences dans la recherche d'emploi et on s'entraidait et puis voilà. C'est comme ça qu'on a commencé avec l'association. C'était en 2015-16. Alors, pour parler de Job Booster, tout a commencé d'abord avec ma première rencontre avec l'équipe dirigeante de World on That. World on That, c'est une ONG néerlandaise. Comment tu les rencontres? Alors, mon tuteur,
Toujours mon tuteur. Ouais. Il a joué un très grand rôle dans mon parcours professionnel. Voilà, donc mon tuteur qui était partenaire à cette organisation recevait une visite de l'organisation en ce temps-là. Et comme il est attentif à tout ce que moi je faisais, il regardait ce que je faisais. Il a sifflé à l'oreille des gars pour leur dire, mais moi j'ai un jeune chez moi qui sait pas bien, il a de bonnes initiatives. Je souhaite que vous le rencontrez. C'est comme ça qu'il a demandé à l'équipe. Ils ont dit, OK, nous sommes ouverts. Il a organisé une rencontre entre l'équipe et moi. Je me rappelle très bien, c'était à l'hôtel Chirabel, parce que c'est là-bas qu'il logeait. On s'est rencontrés et c'est à cette rencontre-là que j'ai présenté un peu mon initiative avec Sagette, où les jeunes cherchaient d'emploi. Voilà, les chômeurs là, voilà. On se rencontrait, on échangeait sur nos expériences de recherche d'emploi. Et les gars, tout de suite, me disent, mais attends, ce que tu es en train de faire là, ça ressemble un peu à un projet qu'on est en train de vouloir mettre en place au sein de notre organisation. Et le projet s'appelait Job Booster. Alors, est-ce qu'il ne faille pas peut-être poursuivre les échanges pour arriver à quelque chose de commun? C'est ainsi, ça c'était en août 2016 qu'on s'était rencontrés. Et aussitôt, en décembre 2016, il m'envoie une invitation de venir au siège de Wodandat, au sud de la Hollande, des Pays-Bas. Et je viens en Hollande en 2016, décembre 2016, avec mon ami Florent. On se rencontre avec l'équipe de Wodandat, on s'assoit, on discute de ce que Job Booster doit ressembler, comment le faire. On a essayé de concevoir un peu l'initiative, c'était en décembre, on est rentré. Et après cela, on a poursuivi les échanges à distance avec l'équipe. Et en 2017, on s'était dit, mais il faut peut-être faire une proposition de projet qu'il faut soumettre de façon spontanée à des institutions qui peuvent financer éventuellement les initiatives pareilles. C'est ainsi qu'on a commencé la rédaction d'une proposition de projet Job Booster que nous avons soumis à la délégation de l'Union européenne au Tchad. À l'époque, il y avait un mécanisme de fonds appelé le fonds fiduciaire qui était en place. Et l'un des objectifs de ces fonds-là, c'était de soutenir les initiatives en lien avec la formation professionnelle et l'emploi. Donc on a soumis à l'Union européenne en ce temps-là. Malheureusement, on n'a pas obtenu le financement. Mais on ne s'était pas arrêté là. Ça continuait. Et c'était arrivé le moment où je devrais aller pour les autres études. Voilà. Donc on va revenir dessus parce que tu n'arrêtes pas tes études là, tu te reconvertis plus tard, tu pars à l'étranger. Donc tu commences Job Booster sur une initiative, en tout cas c'était Job Booster projet. C'était que ça, il n'y avait pas Job Booster entreprise. Non. Projet. Non. Donc parallèlement, tu continues à exercer ton métier d'architecte? Bien sûr. J'ai géré les petits gombos à côté. Tu travaillais. Et jusqu'à là de ton parcours, quelle est la leçon que tu as retenue de ton parcours jusqu'à ce que, parce que le projet Job Booster, parce que c'est ça qui va faire partie de notre deuxième gros point qu'on abordera. Qu'est-ce que tu as appris de ton parcours jusqu'à là? Si un jeune te demande la leçon que tu as apprise, qu'est-ce que tu lui dirais en particulier? Je crois qu'il y a au moins 2 ou 3 leçons fondamentales. La première, c'est d'abord la patience. J'ai été très patient durant tout ce parcours-là. Malgré toutes les difficultés dont je faisais face, je n'étais pas pressé de réussir. Parce que je savais que la réussite devrait se construire brique après brique. Donc, je n'étais pas pressé de réussir. Je voyais les jeunes à côté qui cherchaient peut-être des raccourcis pour peut-être réussir très vite. Je les voyais le faire. Mais je me suis dit non, une carrière professionnelle solide doit se construire brique après brique. Donc, j'étais très patient dans tout mon parcours. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est l'humilité. L'humilité. Parce que j'ai travaillé avec des gens dans des milieux où les gens paraissaient très autoritaires, très... je dirais peut-être... ils n'avaient pas trop de considération pour... Égocentrique. Voilà, bien sûr, c'est ça le mot. Mais je me suis dit, mais bon, moi je suis venu pour apprendre. D'accord? Et pour apprendre, tu dois te faire petit. Tu vois, n'est-ce pas? Je voulais parler un peu de mon passage au ministère des Infrastructures. Il y avait beaucoup des égos qu'il fallait gérer au sein de la direction. Mais je me faisais petit devant tout le monde. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir accès à beaucoup de personnes et d'apprendre beaucoup de choses de ces personnes-là. Et l'autre chose que j'ai appris, c'est le travail de qualité. Tu vois, n'est-ce pas? Faire les choses bien.
fais les choses bien. Si tu fais quelque chose bien, le travail parlera à ta place. Et tôt ou tard, on va dire, si tu veux ça, va voir telle personne. Ça, c'est les 3 leçons fondamentales que j'ai apprises de tout ce parcours-là. Et cela m'a aidé à construire vraiment la carrière que j'ai aujourd'hui. L'humilité, la patience, le travail de qualité. Ouais. J'espère que tout le monde entend comme moi. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Donc Joe Booster, le projet Joe Booster démarre, mais ça ne démarre pas tout de suite. Vous n'avez pas été retenu pour le projet, pour le fonds fiduciaire de l'Union européenne. À côté, toi, tu t'envoles pour d'autres initiatives parce que tu travailles dans le monde associatif. Donc, tu pars pour Mandela Fellowship aux États-Unis. Où tu fais 45 jours. Après ça, tu devais rester encore pour un stage de 3 mois. Mais tu décides de rentrer. Parce que, en ce moment-là, tu as eu une bourse pour aller en Angleterre étudier. Mais, pour aller vite sur l'histoire, tu ne réussis pas à aller cette année en Angleterre. Donc, tu rates ton stage, tu perds ta bourse. Mais les choses ne sont pas finies. Une année après, tu réussis à avoir ta bourse où tu pars en Angleterre pour 18 mois. Et en Angleterre, qu'est-ce que tu étudies? Alors, pour parler un peu de tout ce que tu viens de dire, je vais juste peut-être revenir sur un petit point. C'est grâce à mon engagement associatif avec Saget que j'ai réussi à être sélectionné. C'est ça que je disais que c'était important. Voilà, c'est vraiment important parce que il fallait le fellowship rechercher des jeunes qui faisaient ce genre d'initiative ou bien qui avaient ce potentiel de leadership. Alors, je devrais rester parce que sur les 1000 jeunes Africains qu'on a retenus pour le Mandela Washington Fellowship, on a retenu 100 qui devraient rester aux États-Unis pour des stages professionnels. Et j'étais parmi les 100. Mais, comme tu l'as aussi si bien dit, à l'époque, j'étais aussi retenu pour la bourse Chevening, pour l'Angleterre. Mais j'ai décidé de rentrer, de décliner l'offre de stage et de rentrer pour finaliser le processus de la bourse Chevening et aller en Angleterre. Malheureusement, quand je suis arrivé, les choses ne s'étaient pas bien passées très rapidement et je n'ai pas pu fournir les preuves de langue anglaise à temps, donc la bourse m'a été retirée. En ce moment, je commençais à me douter. J'ai dit, mais j'aurais dû rester aux États-Unis pour mon stage de 3 mois. Voilà que j'ai décliné l'offre de stage. Je suis rentré, j'ai raté encore la bourse. J'ai commencé à avoir des doutes. Et puis, je me suis dit, mais est-ce que c'était un bon choix? Tu vois, je m'en voulais. Je m'en voulais à la limite. Donc, on était en août 2016. Et c'était tout ce que Dieu fait bon. C'est pour que je rencontre l'équipe de World on That. Donc l'équipe de World on That arrive, je les rencontre. Tu les rencontres. Voilà, et c'est là où tout a commencé en 2016. Mise en relation. Alors, je suis reparti pour les études de master en développement durable, pas aux États-Unis, en Angleterre, au Royaume-Uni, précisément à l'université d'Exeter. Donc c'était en septembre 2017. Septembre 2017, je m'envole pour cette fois-ci, c'est pas par la route. Je me suis envolé effectivement. Je me suis envolé effectivement pour Exeter où j'ai fait mes études de master en développement durable. Une année, oui, 12 mois. Le master au Royaume-Uni, c'est 12 mois. Voilà, donc j'ai fini mon master en développement durable 12 mois. Je suis resté 6 mois pour faire des petits boulots, pour me faire un peu d'argent et aussi gagner un peu en expérience. Et là, tu rentres en 2019. Et je rentre Pendant ces temps, parallèlement, tu restes en contact avec l'équipe de Joe Booster parce qu'on va pas bien sûr. Entre-temps, je restais toujours en contact avec l'équipe de World on That. World on That. Pour le projet Joe Booster. On poursuivait les échanges. Ils savaient très bien que j'étais au Royaume-Uni et que j'étudiais. Et qu'à un moment à l'autre, j'allais rentrer. Donc, on échangeait jusqu'en 2018. En fin 2018, on poursuivait les échanges quand je suis arrivé en 2019 au Tchad. Et mon retour coïncidait malheureusement avec le décès de mon père. Je suis rentré pour ses obsèques en 2019, janvier. Et puis, je suis resté. Alors, c'est en ce moment-là que l'équipe de World on That me dit, mais bon, tu es rentré. Quel est ton plan? Tu repars encore au Royaume-Uni ou bien tu restes au pays? Ça, c'était la première question qu'ils m'ont posée. J'ai dit, mais bon, je suis rentré, mais avec tout ce qui s'est passé dans la famille, je ne suis pas prêt de repartir encore. Donc, mon projet, ma carrière, je veux la construire ici au Tchad. C'est comme ça que les gars disent, OK, dans ce cas, est-ce qu'on peut
commencer quelque chose avec Job Booster. C'est comme ça que, un 5 février 2019, une proposition de contrat arrive dans ma boîte. Et voilà, c'est comme ça que j'ai signé le premier contrat pour travailler avec Wadanda pour la mise en place de premier employé de l'initiative Job Booster au Tchad. D'accord. Le 5 février 2019. Donc on parlait tout à l'heure de Job Booster, qui est un projet, mais beaucoup de gens se demanderont, c'est quoi Job Booster? Tu m'avais dit que Job Booster, c'est en 2 entités aujourd'hui. Lesquelles? Alors, nous avons commencé effectivement avec l'initiative Job Booster de façon générale, comme un projet, et on travaillait en coordination d'action avec les associations des jeunes. Et aujourd'hui, on est à 2 entités, le projet et l'entreprise. Moi, je suis du côté de l'entreprise, donc je vais peut-être beaucoup plus m'attarder sur le côté entreprise. Oui, donc, rappelez juste la partie projet, coordination avec des associations. Oui. En français facile, pour nous qui ne parlons pas anglais, ça veut dire que vous êtes une initiative, vous portez des projets, mais la mise en œuvre de ces projets-là est assumée par des organisations comme Yali, Tchad. Bien sûr, c'est bien cela. Donc toute la stratégie est définie par l'équipe de coordination du projet et puis l'aspect opérationnel, la mise en œuvre est faite par les organisations partenaires. C'est bien cela. D'accord. Alors, Job Booster entreprise. Dis-nous tout. Oui, avec l'entreprise, nous avons plusieurs services. Bon. D'abord, 2 piliers principaux. L'entrepreneuriat et l'emploi. C'est ça qui définit Job Booster. L'entrepreneuriat et l'emploi. Quand on parle Job Booster, c'est l'entrepreneuriat et l'emploi. Alors, de ces 2 piliers-là, on a plusieurs services qui se déclinent. Nous avons, pour le pilier emploi, nous avons les services de formation dans les techniques de recherche d'emploi, les services de coaching, carrière, les services aussi de prospection et de mise en relation entre les entreprises et les chercheurs d'emploi, les ateliers de renforcement de l'employabilité comme Boost Up par exemple. Donc ça, c'est les différentes activités, les différents services que nous offrons sous le pilier emploi. Et entrepreneuriat. Entrepreneuriat, c'est aussi la formation entrepreneuriale, le business coaching, le mentorat et récemment l'accès au financement. Parce que l'expérience nous a démontré que l'accompagnement technique, il est fondamental, mais il n'est pas suffisant. Il faudrait aussi un aspect accès au financement. Donc c'est vous qui financez des projets, c'est ça? Oui, en quelque sorte. Récemment, on a mis en place un fonds d'impact que nous appelons le Booster Impact Fund, BIF. C'est un fonds d'impact qui identifie les porteurs de projets à fort potentiel de croissance que nous accompagnons à travers 2 véhicules de financement. Le premier, c'est les crédits. Le deuxième, c'est les equity. D'accord? Mais pour le moment, on est en train de travailler uniquement avec le premier véhicule de financement, le loan, les crédits. Donc, nous offrons des microcrédits à des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas cette possibilité d'accéder directement au financement bancaire parce que nous connaissons toute la rigidité qu'il y a autour du crédit bancaire ici au Tchad. Donc, c'est une manière d'assouplir un peu les conditions pour ces jeunes-là, mais en même temps les préparer à être plus tard éligibles à des financements bancaires. Parce que c'est ça un peu la vision à long terme. Donc, l'aspect accès au financement qui est là, il y a aussi le coworking. Le coworking parce que en travaillant avec les jeunes, on se rend compte aussi qu'il y a des jeunes qui ont des initiatives, des entreprises, mais qui n'ont pas cette possibilité de louer un bureau, payer le loyer, payer les charges, par exemple, liées à l'électricité, à l'Internet, ou tout ça. Donc, nous avons créé cet espace de coworking là qui permet de pouvoir donner la possibilité aux jeunes porteurs de projets, les entrepreneurs, Café, c'est ça. Comme Boost Café, voilà. Donc, ils peuvent louer un espace de travail pour une journée, une semaine, enregistrer l'adresse de leur entreprise au sein de l'espace de coworking. Cela leur permet, parce que la formalisation d'une entreprise commence par l'identification physique. Voilà. Donc, c'est aussi ce que nous offrons. Donc, voilà un peu de façon générale ce que nous faisons à travers les 2 piliers portés par Job Booster. Et au-delà de ça, nous travaillons aussi directement avec les organisations comme les ONG, les institutions internationales pour la mise en œuvre de leurs initiatives en lien avec l'emploi et l'entrepreneuriat. Donc, on agit aussi comme prestataire de services pour ces ONG, pour ces organisations à mettre en œuvre des initiatives. Donc, par exemple, on apporte l'assistance technique, par exemple, à des organisations pour, par exemple, gérer des programmes d'accompagnement entrepreneurial, d'accès au financement, et ainsi de suite. Donc, voilà un peu ce que nous faisons concrètement avec Job Booster. C'est assez intéressant. Je visitais votre bureau et votre local et j'avais compris qu'il y avait 3 boîtes qui étaient enregistrées chez vous. Donc ça, c'est une illustration parfaite. La partie, votre premier véhicule, comme je m'avais dit, le crédit. Moi, ça me paraît intéressant. Si un jeune aujourd'hui porte un projet, quelle est la démarche à faire?
Comment il fait pour venir vous voir, soumettre son projet? C'est vous qui identifiez son projet ou c'est lui qui vient vers vous et puis vous en discutez? Parce que ça peut être intéressant. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des projets très innovants, à fort impact, mais qui ne savent pas comment faire. Je crois que ça, c'est une très bonne question. Tout commence d'abord par l'accompagnement technique. Il y a une chose, peut-être il faut que je clarifie cela un peu. Dans notre environnement, dans notre écosystème, on est prêt à dire que voilà le défi de l'entrepreneuriat au Tchad, c'est l'accès au financement. Tout le monde a tendance à dire la même chose, que c'est l'accès au financement qui est le principal défi. Non. Pour nous qui avons de l'expérience, qui avons exercé dans cet écosystème depuis plusieurs années, pour nous, le défi n'est pas seulement l'accès au financement. C'est l'accompagnement technique. Bien sûr. Il y a des préalables qui doivent être en place avant de parler du financement. La structuration. Aujourd'hui, une banque ou bien une institution de financement ne peut pas se permettre de donner un crédit à une entreprise ou bien un entrepreneur qui lui-même ne maîtrise pas son activité. Quand je dis maîtrise de l'activité, c'est comment il vend ses produits, comment il peut faire des revenus. Tu vois, n'est-ce pas? À quel moment il vend plus, à quel moment il vend moins, où est-ce qu'il va, par exemple, chercher les matières premières. Une étude de marché complète. Voilà, donc il n'a pas la maîtrise. Avec un business plan, une stratégie très claire sur du long terme. Du long terme. Donc, si tu n'as pas la maîtrise, par exemple, de ton activité, personne ne peut te donner. C'est normal, pour moi. C'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas donner de l'autre là. Donc, il y a la question de structuration. L'autre chose aussi, c'est en parlant de la structuration, toujours, il y a la question, par exemple, de la tenue de la comptabilité. Les études montrent que quoi? Je suis pas un financier, mais les études montrent que moins de 5 ou 2% des entreprises tiennent une comptabilité formelle au Tchad. Alors, si tu as une entreprise qui n'a pas une comptabilité formelle, on n'a pas une vue claire sur comment tu gères ton argent, personne ne va s'hasarder à te donner son argent en crédit. J'en sais quelque chose. Voilà. Donc, le problème, il est là. Le problème, il est au niveau de la structuration. Il faudrait vraiment l'accompagnement technique, la structuration, la maîtrise de l'activité. C'est quand on aura résolu tout ce problème-là qu'on va maintenant parler de la question du financement. Et c'est ce que nous essayons de faire avec Job Booster. Et vous le faites déjà. On le fait, voilà. Donc, pour, par exemple, accéder au financement dans le cadre du Booster Impact Fund, il faut passer par il faut coucher toutes ces cases que je viens de dire. Il faut d'abord passer par l'accompagnement technique. On va t'aider à structurer ton activité. Tu dois avoir la maîtrise de ton activité. Savoir où est-ce que tu t'approvisionnes d'abord en matière première, si tu as une entreprise qui fait la transformation. Quels sont les défis liés, par exemple, à ton approvisionnement? Quels sont, par exemple, comment tu vends ton produit? Par quel canal? À quel prix? Quelle est la marge que tu fais sur la vente de tes produits? Il faudrait vraiment qu'on t'aide à maîtriser tous ces aspects-là. D'accord? Et en plus de cela, il faut avoir une équipe en place qui puisse gérer l'activité. C'est quand on aura coché toutes ces cases-là, c'est en ce moment maintenant qu'on peut parler d'accès au financement. Et là, on te donne un microcrédit et on te donne aussi un appui opérationnel dans la gestion du crédit. Voilà, vous avez un contrôle sur l'activité. Bien sûr. Ça vous permet d'accompagner le projet, être sûr que la mise en œuvre elle est effective. Voilà, parce qu'on connaît des gens. Voilà, on connaît des gens qui ont pris des crédits pour se marier. Mais pas que ça, qui ont eu des financements, des projets. Et voilà, ils se retrouvent à se marier avec. On a eu une initiative du ministère de la Jeunesse, c'est 40 000 emplois ou 50 000. Voilà, aujourd'hui on court après tout le monde pour recouvrer les crédits. Voilà, ils vont pas réussir. Donc ça c'est un préalable. Et ça c'est très important. Donc au-delà de ça, entrepreneuriat, emploi, la partie emploi, la mise en relation. Moi quand je vois des jeunes aujourd'hui dire que on n'arrive pas à avoir du travail. Au début j'ai dit prenez-en de la graine parce que on n'arrive pas à avoir du travail. On n'arrive pas à savoir ce que les chefs d'entreprise veulent. On n'arrive pas. Quel est ton avis sur le monde de l'emploi? Toi qui travailles et en même temps avec les demandeurs d'emploi et les entreprises. Quel est ton avis? Quelle est ton analyse déjà de l'environnement du travail? Je pense que l'initiative que nous avons mise en œuvre avec un financement de l'AFD, le projet Jeunesse vers l'emploi durable, un projet porté par ESSOR. Nous l'avons mis en œuvre sur 3 années. Nous avons appris beaucoup de leçons dans la mise en œuvre de cette initiative. Et il y a une chose qui me revient souvent à l'esprit, ou bien lorsque je rencontre des jeunes,
y a une question que je pose souvent aux jeunes quand je les rencontre, surtout quand ils sont chercheurs d'emploi. Je leur pose la question de savoir, qu'est-ce que tu sais faire? Ça, c'est une question que, si tu prends 10 jeunes, peut-être d'abord 2 ou 3 vont te répondre correctement. L'anecdote, c'est que j'ai reçu un jeune à mon bureau il y a 3 années en arrière. Il était venu, c'était un jeune diplômé de comptabilité. Il s'est plaint, il dit, ça fait plusieurs mois qu'il était à la recherche d'un stage, il n'en trouvait pas. Et il venait pour que je puisse l'aider, l'accompagner dans sa recherche. Et tout de suite, la question, qu'est-ce que tu sais faire, m'est venue à l'esprit. Je lui ai posé la question. Qu'est-ce que tu sais faire? Mais cette question, on dit souvent que c'est les anglo-saxons qui posent cette question. Les francophones, en réalité, quel diplôme tu as? Non, ça c'était avant. Oh, c'était avant. C'était un mythe qui avait derrière. On dit oui, mais dans le système francophone, on demande quel diplôme tu as, alors que dans le monde anglo-saxon, on commence par la compétence. Donc, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? J'ai posé la question toute simple comme ça. Et comme j'avais en face de moi un jeune diplômé de comptabilité, voici les réponses à laquelle je m'attendais. Je m'attendais à ce qu'il me dise que, ok, je suis un diplômé de comptabilité, je sais par exemple faire la réconciliation bancaire, je sais par exemple faire saisir les écritures comptables, je sais par exemple faire un suivi budgétaire, je sais par exemple... C'est ce que je m'attendais. Il y a des logiciels en comptabilité qui maîtrisent des choses comme ça. Bien sûr, c'est la réponse à laquelle je m'attendais. Mais le jeune, fièrement, me dit que voilà, lui... Il a eu son diplôme dans telle école, je ne vais pas citer le nom de l'école ici. Voilà que durant son parcours, voici les matières qu'il a eu à faire. Il me raconte, tout ce qu'il me racontait là n'avait rien à voir avec la question que je lui ai posée. Et la situation de ce jeune-là est symptomatique. On a beaucoup de jeunes comme ça qui sont dans une situation pareille, qui finissent les études, d'accord? Ils ont un diplôme, mais ils ne sont pas en mesure de convaincre un employeur pour lui dire ce que moi je peux t'apporter. Est-ce que... Il y a une chose, pour finir, il y a une chose. Dans le monde de l'emploi, un employeur ou bien un recruteur, quand il recrute une solution à un problème. C'est ce qu'il faut voir. Il recrute une solution à un problème. Alors, tu dois te mettre dans la position de la solution pour résoudre son problème. Si tu ne te mets pas dans cette position, c'est que vous n'allez pas vous entendre. Est-ce qu'on peut dire, au vu de ce que tu dis, que les jeunes au Tchad cherchent mal l'emploi? Très mal. Très mal. Écoutez, c'est pas moi qui dit ça. Très mal. C'est Yassine qui dit, au vu de son expérience, bien sûr. que vous cherchez mal l'emploi. Très mal. Mais ça, on le dit. Ça, je l'ai dit. Il y a des aînés qui le disent. Ils le disent tellement fort, limite, ça dérange ces chercheurs d'emploi. Moi, j'ai un aîné qui a dit à un jeune, il a failli vraiment, il dit, mais tu mérites d'être en chômage. Après un entretien avec lui, il dit, mais toi, tu mérites d'être en chômage. Tu vois, ça choque. Ça doit plutôt amener à se questionner et puis voilà, se remettre en cause. Mais le résultat est le contraire. Oui, ça touche leur ego. Et après, voilà, ils disent, moi, je ne cherche plus de travail, ils préfèrent l'ennemi. Et donc, ils s'assoient tranquillement et puis ils jouent au damier. Donc, voilà, c'est ça. Donc, tu dis qu'ils cherchent très mal le travail. Comment ils doivent faire dans ces cas? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour chercher bien le travail? Toi qui connais les deux environnements d'employeurs et d'employés. Ok. Déjà, il faut reconnaître que le marché du travail ou bien le marché de l'emploi, il est assez complexe et aussi dynamique. Aujourd'hui, je maîtrise pas bien les chiffres, mais il y a une étude qui a mis en avant, qui a fait savoir que les offres que nous voyons, ça c'est la partie visible des offres. Ça représente une minime partie des offres d'emploi qui existent réellement sur le marché de l'emploi. Donc il y a la partie invisible des offres du marché. Et comment aller vers la recherche de quelque chose qu'on ne voit pas. C'est ça vraiment le principal défi. On a aujourd'hui des jeunes qui sont là, ils attendent qu'il y ait un avis qu'on publie quelque part. C'est en ce moment que voilà, ils courent, ils constituent le dossier et là, ils constituent très mal le dossier, peut-être même pour faire la mise à jour d'un dossier là, ils vont peut-être faire un dossier commun qu'ils vont envoyer à plusieurs organisations. Alors, la partie invisible de l'offre, c'est quoi? Tu peux accéder à cette partie invisible là à travers 2 ou 3 canaux. Premièrement, à travers le réseau que tu construis. Aujourd'hui, si moi je suis un diplômé de comptabilité, d'accord, je dois chercher à être en contact ou bien à m'insérer dans un réseau
des professionnels dans le domaine de la comptabilité, des aînés dans le domaine. Et l'intérêt d'être connecté à cette personne, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, ces aînés-là, il y a des offres, par exemple, de postes qui naissent dans leur organisation. Mais avant qu'on ne publie, ou bien avant qu'on ne puisse dire que voilà, on va recruter une... Eux-mêmes, ils disent non, il y a une offre qui s'ouvre. Donc, ils vont regarder dans leur réseau. Ils vont dire, moi, j'ai un jeune autour de moi qui est très bon dans tel domaine. Il peut très bien... Et le réseau, c'est aussi l'entretenir. L'entretenir, voilà. Ouais. C'est pas seulement créer, mais il faut l'entretenir. Sinon, la personne t'oublie. Voilà, c'est ça. Il faut l'entretenir. Si tu as un bon réseau que tu entretiens très bien, un aîné avec qui tu es en contact permanent dans ton domaine, il peut très facilement te référer au RH de son organisation pour dire que pour ce poste-là, je vous recommande tel jeune. Ça, c'est la partie invisible. Là. Comment et ça marche plus mieux que recrutement normal. Bien sûr, ça marche très bien. Donc, il faut vraiment savoir s'entourer de bonnes personnes au bon moment. Le réseau. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est les offres spontanées, les candidatures spontanées. Je me souviens bien d'une personne qu'on salue d'ailleurs, Don Hébert. Ok, ouais. À l'époque, quand il était recruté au Conseil constitutionnel, il disait qu'il avait fait une candidature spontanée. Ah oui. Ça fait un peu le buzz. Ah oui, je me souviens. C'est que c'est qu'une candidature spontanée. Oui, je me souviens. Ouais. Candidature spontanée, ça marche. Ça marche très bien. Mais il faut savoir le faire. Absolument. Tu viens dans une organisation. Tu regardes, tu essaies de comprendre l'organisation, sa mission, sa vision, ses processus, ses procédures internes. Tu essaies de comprendre. Si tu es un jeune vraiment futé, tu peux, par exemple, détecter une faille ou bien un besoin quelque part, tu peux leur dire, mais ça là, vous êtes en train de faire comme ça. Mais si vous le faites comme ça, ça va être mieux. Et pour le faire, vous avez besoin de telle compétence. Et moi, j'ai cette compétence-là. Je peux vous l'offrir. Et on peut mieux faire. Tu décèles le problème. Oui. Et tu proposes la solution. Je propose la solution. Et la solution, c'est toi. Et tu mets la solution en œuvre. Voilà. La solution, c'est toi. Moi, je peux faire ça pour vous. Et accepte même peut-être de le faire de façon bénévole, sans être payé. Aujourd'hui, on voit où le bénévolat t'a ramené. Voilà. Donc, c'est cette façon de faire là, des candidatures spontanées, ça peut te permettre, ça peut t'ouvrir les portes aux offres d'emploi invisibles, qu'on le dit là. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, on a beaucoup de jeunes qui ne savent pas ce que je venais de dire là. Et ils sont là, ils attendent seulement les offres visibles. Donc, c'est ça un peu la réalité du marché du travail. Et ce marché du travail là aussi, comme je l'ai dit, il est dynamique, il évolue. Il évolue parce que les compétences recherchées varient d'un jour à un autre. Et ça évolue très rapidement. Aujourd'hui, en réalité, j'ai lu une étude dernièrement qui dit que même les métiers, dans 3 ans, on ne le sait pas. On ne sait pas, oui, bien sûr. Parce qu'à l'époque, déjà, moi je me souviens, en 2021, j'avais fait un mémoire sur le monde du travail en 2030. Mais aujourd'hui, je prends comme ça, je dépose dans la poubelle. Oui. On parlait des IA et tout, mais on ne s'attendait pas à la vitesse qu'il y a derrière. Aujourd'hui, les entreprises, ils se projettent sur 3 ans. Ils ne se projettent pas sur 10 ans. Ils ont une vision lointaine, mais sur le plan de transformation, ils ne peuvent pas aller très loin. Parce que, avec tout ça, ils réagissent tout le temps. Bien sûr. Donc, les compétences évoluent. Voilà. Les exigences du marché du travail évoluent et les compétences doivent évoluer avec ces exigences du marché de l'emploi. Et c'est là où, quand on n'est pas attentif, quand on est chercheur d'emploi et qu'on n'est pas attentif et on ne garde pas le rythme de l'évolution du marché de l'emploi, c'est là où on sera vraiment à la traîne. On sera vraiment en retard. Il faut se former, il faut se former au fur et à mesure. Parce que on sait très bien que les curricula dans les universités, ça se met à jour peut-être chaque 5 ou 10 ans. On ne met pas les compétences, l'autre là, les curricula, on ne les met pas à jour chaque année. Non. Donc, les compétences que tu as apprises à l'école, qui t'ont permis d'obtenir un diplôme là, peut-être que le temps de finir là, peut-être elles ne seront pas vraiment prisées sur le marché. Donc, le secret aussi, c'est d'être à jour. En apprenant les compétences, de former, des formations, des certifications. Vous voyez, n'est-ce pas? Au fur et à mesure, c'est en ce moment qu'on peut être... Parce qu'aujourd'hui, si vous venez, on veut recruter par exemple un chargé de communication dans une structure. Vous venez tous avec un diplôme de communication, mais il doit y avoir quelque chose qui doit faire la différence entre vous. Parmi les candidats là, qui sait par exemple faire un montage par exemple vidéo, qui sait faire par exemple un traitement post quoi vous appelez, je ne maîtrise pas bien, qui sait par exemple faire le montage graphique. C'est ces petites choses là qui vont faire la différence entre vous. Donc il faut être vraiment futé, chercher à se mettre à jour dans les compétences et c'est en ce moment seulement qu'on pourra réussir dans sa recherche d'emploi. Côté employeur, moi j'ai quelque chose qui me revient tout le temps.
les expériences. Ouais. Les expériences, on dit expérience 5 ans. 10 ans. 10 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il y a une chose que je ne cesse de dire aux jeunes avec qui j'échange, c'est que lorsqu'un recruteur dit qu'il veut un candidat avec 5 ans, 3 ans, 2 ans d'expérience, il faut pas voir ça comme un obstacle et puis tout de suite se disqualifier. La plupart de ces jeunes qui voient l'exigence de l'expérience comme un blocus, c'est ces jeunes-là qui sont incapables de pouvoir capitaliser sur leur expérience même informelle. Aujourd'hui, quand on parle d'expérience, surtout quand on est chercheur d'emploi, on est un primo-demandeur d'emploi, on peut très bien capitaliser sur des expériences informelles. Sans un contrat. En dehors des cadres de travail, des expériences associatives. Associatives, oui. Tu peux très bien valoriser. Si tu as été, par exemple, président d'une association, tu as eu des personnes que tu as gérées. Tu as eu des compétences. Tu as développé des compétences dans la gestion des personnes. Les conflits, la gestion des conflits, par exemple, dans l'organisation, la planification. Certainement, tu as développé ces compétences-là. Il faut savoir comment les placer dans ton CV et démontrer au recruteur, à l'employeur que mon passage comme président d'une association de jeunes m'a permis de pouvoir, par exemple, développer les compétences en gestion, leadership. Voilà. Et je peux très bien mettre à contribution ces compétences-là dans le poste que tu me donnes. Donc, il faudrait voir au-delà. Il ne faut pas seulement se limiter aux expériences formelles, dans le cadre des contrats de travail formels, mais lorsqu'on n'en a pas, quand on en a, c'est bien, mais lorsqu'on n'en a pas, il faut capitaliser sur les expériences, même dans le milieu associatif. Ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, il faut se dire que les recruteurs sont parfois flexibles. Les employeurs sont parfois flexibles. Ils peuvent se permettre de donner des postes opérationnels à un jeune qui n'a pas une expérience. Bien que certains postes au niveau stratégique demandent vraiment de l'expérience. Et là, c'est difficile de faire des concessions là-dessus. Ils sont obligés de respecter strictement les cahiers des charges et aller avec des personnes qui ont de l'expérience dans le domaine. Parce que certains postes stratégiques où tu dois, par exemple, décider rapidement face à des situations assez critiques. Ça demande d'expérience. Ouais. Bien sûr. Et des postes où ta décision peut, par exemple, nuire ou bien ça peut impacter positivement ou négativement l'entreprise. Donc, pour ces genres de postes, c'est vrai que les entreprises sont assez regardantes là-dessus et sont pas prêtes à s'engager avec des juniors. Par contre, il y a des postes opérationnels où tu es dans l'exécution. Tout est planifié, toute la procédure est mise en place. Tu ne fais qu'exécuter selon la procédure mise en place. Et tu rends compte. Pour ça, on peut se permettre de recruter un jeune primo-demandeur d'emploi ou bien un jeune qui n'a pas assez d'expérience. Donc, c'est ce que vous faites à Joe. Voilà. Pour un poste opérationnel, même si on exige 2-3 ans d'expérience et que je n'en ai pas, il faut aller. Il faut aller. Moi, j'ai recruté des jeunes dans notre structure qui n'ont aucune expérience professionnelle. Mais aujourd'hui, ils font partie de la pièce maîtresse de notre structure. Aujourd'hui, nous sommes une équipe de 16 personnes à temps plein, 3 à temps partiel. Ça fait une équipe totale de 19 personnes. Et sur les 19 là, plus de 60% ont été recrutés comme des stagiaires. Aucune expérience. Ils ont construit leur carrière avec nous. Et aujourd'hui, ils sont arrivés à des niveaux où ils performent très bien, de façon autonome, et on est très satisfait d'eux. Les entreprises, vous qui êtes au Tchad, qui demandez 10 ans d'expérience pour quelqu'un qui vient de sortir de l'école, non, mais bon, on va pas leur demander quand même de recruter des jeunes sans expérience pour les postes stratégiques, comme je viens de le dire. Donc, pour ça, il faut quand même les comprendre. Après, pour reprendre quelqu'un, les joueurs, le marché du travail a changé. Ouais. C'est comme on dit, le foot a changé, le marché du travail a changé. Ouais. Donc, à un moment, il faut donner sa chance aux jeunes. Parce que, bien sûr. au-delà de tout, ils sont jeunes, mais ils ont de la compétence et ils sont frais. Bien sûr, il y a beaucoup qui ont des idées qui portent. Bien sûr. Il faut leur donner de la chance. Et à nous jeunes aussi, de baigner dans le sérieux et dans la discipline. Quand on baigne dans le sérieux, la discipline, et quand on a la motivation, parce que pour moi j'ai recruté des gens, et la seule chose qui m'intéresse dans certains domaines, c'est la volonté. Est-ce que tu as la volonté? Quelqu'un qui a la volonté apprend vite. Bien sûr. Quelqu'un qui a de la volonté est discipliné. Quelqu'un qui a la volonté vient au travail à l'heure. Quand tu dis ça, je vais te raconter très rapidement
une culture mise en place dans notre organisation. Et puis après, on va voir 2-3 initiatives que vous avez mises en œuvre. Et puis on va notre organisation mère. Parlant de la volonté, l'attitude, cette organisation, elle a une façon très simple de recruter. Dans les entretiens, moi j'ai assisté à 2 ou 3 de leurs entretiens comme personne ressource. Dans le processus de recrutement, dans les entretiens, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils finissent avec tous les aspects techniques liés au poste. Après, ils vont revenir, ils vont te poser une question toute simple. Est-ce que tu parles l'anglais? Parce que c'est un milieu anglo-saxon. Donc, tu seras appelé à travailler avec des gens anglophones, des personnes anglophones. Donc, ils vont te poser une question toute simple. Est-ce que tu sais parler l'anglais? Si tu t'hasardes à dire que tu ne connais pas l'anglais et tu te limites à ça, bien que tu sois techniquement bon, que tu aies coché toutes les cases, tu iras les faces, on t'élimine. Pourquoi? Parce que tu ne montres pas la volonté d'apprendre. Par contre, c'est lui qui va dire, je ne maîtrise pas bien, mais il se met à parler. Dans tous les sens, même si c'est pas bon, il force, il dit des choses, il mélange avec le français. Il voit en cette personne-là quelqu'un qui peut vite apprendre. Cette personne-là, si on lui donne la chance de travailler dans un milieu anglophone, il va très vite parler. Parce qu'il est en train d'essayer et il a la volonté d'apprendre. On va préférer de prendre cette personne-là, même si elle ne dispose pas des compétences techniques requises, ils vont prendre cette personne et préférer le former techniquement au métier que de prendre la personne qui est techniquement bon, mais qui n'a pas une bonne attitude, qui n'est pas prêt à se battre ou bien à apprendre ou à s'adapter. Voilà. Donc, comme tu l'as dit, tout commence par la volonté et tout changement commence par une volonté. Donc, nos hommes politiques entendent très bien. Si on veut changer le pays, il faut avoir de la volonté. Et il faut agir. De la bonne foi, surtout. Il faut agir. Voilà. Quelques initiatives que vous avez mises en place. Dernièrement, j'ai lu, vous avez fait placement avec quelques entreprises, vous les avez mis en relation, parce que le terme, c'est la mise en relation. Tu peux nous parler de 2-3 initiatives que Boost l'entreprise a fait dans ce sens, dans le cadre de l'employabilité. Ok. Voilà, je crois que l'initiative phare, c'est la prestation que nous avons eue avec l'ONG Essor, dans le cadre du projet Jeunesse vers l'emploi durable, qui a duré 3 années. Et dans le cadre de cette initiative, de ce projet, nous avons travaillé avec une vingtaine d'organisations, y compris des entreprises du secteur privé. Et l'initiative ou bien le projet consistait à faire un travail de démarchage avec les employeurs, identifier leurs besoins en termes de recrutement des profils de stagiaires, ensuite recruter des jeunes, les placer en stage, les coacher durant leur période de stage et les accompagner dans tout le processus pour que, à la fin, l'objectif recherché, c'est que les jeunes s'insèrent durablement dans un emploi, soit dans l'entreprise qui les a accueillis en stage ou que cela soit un tremplin pour arriver à une autre organisation recruteuse. Et aujourd'hui, vous êtes à combien de jeunes? 150 en 3 années. À raison de 50 par an. Alors, avec cette initiative, j'ai appris beaucoup de choses. L'une des choses que j'ai appris, c'est que lorsqu'on met de la rigueur dans un processus de recrutement et qu'on déploie des outils adaptés, on va toujours se retrouver avec des meilleurs candidats. Et quand on se retrouve avec des meilleurs candidats et qu'on les place dans une organisation et que ces jeunes-là produisent des bons résultats, cela va parler pour vous en tant que structure qui avez placé les jeunes dans la structure, et ça va aussi ouvrir les portes pour ces jeunes-là. Donc, je me rappelle, parlant de la qualité du profil, ou bien de la qualité du travail que nous avons fait qui a mené au recrutement des jeunes qualifiés. J'ai changé dans un cadre professionnel avec un représentant d'une organisation qui a reçu nos stagiaires. Et il me disait que depuis qu'il a reçu nos stagiaires, sa charge de travail a diminué. Parce que les jeunes qu'on a placés chez lui étaient assez compétents au point où il les a délégués beaucoup de charges, des tâches qu'ils exécutent aisément. Il peut prendre 2 heures de pause s'il veut. Bien sûr. Et des témoignages pareils, j'en ai eu au moins 2 ou 3. Cela prouve que j'écoute dans les couloirs, dans les quartiers, que voilà, les jeunes disent que à Job Booster, même si pour un stage, on te fait passer par un processus comme si on allait te recruter comme ça. C'est pour arriver vraiment à des résultats comme je suis en train de le dire là.
on reçoit par exemple des centaines de candidatures, mais ceux qui sont retenus effectivement pour des programmes de stage chez nous, c'est peut-être le 1 ou 2%. C'est la crème des crèmes. Vous mettez votre crédibilité bien sûr, en jeu. Moi, je pense que tout le monde doit faire ainsi. Ouais. Et j'aime bien faire des clins d'œil. Ouais. Coucou l'ONAPE. La rigueur, la rigueur surtout. Ouais. Parce que on a vu, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui au Tchad qui ne veulent pas recevoir des demandeurs d'emploi, même en stade d'immersion ou en immersion ou en stage. Ils ne veulent pas parce que dans les temps passés, des organisations publics qui reçoivent l'argent de l'État, nous, les contribuables, ont fait un travail, excusez-moi du terme, mais un travail de merde. Ils ont placé des gens par copinage, ils ont placé des gens par communautarisme, et après on se retrouve à avoir des stagiaires qui ne savent même pas ce qu'ils viennent chercher. Et les entreprises, derrière, ils disent, non, on a vécu des mauvaises expériences, donc on ne donne plus leur chance à d'autres jeunes. Donc, il y a aussi un système qui, d'une manière ou d'une autre, agit négativement sur le recrutement des jeunes. Ouais. Surtout comme on l'avait dit dans ces échanges, c'est que une entreprise, quand il recrute une solution. Tu ne peux pas encore lui donner un problème. Parce que le stagiaire doit être une solution à son problème. Tu ne peux pas ajouter un problème à son problème qu'il en a déjà. Donc, là, vraiment, la qualité du recrutement est vraiment fondamentale. Et c'est ce que nous essayons de mettre en avant et c'est ce qui fait notre crédibilité aujourd'hui. Donc, voilà. Juste pour récapituler, il faut de la discipline. Ouais. Il faut de la qualité du travail. Ouais. Il faut de la volonté. La volonté, ouais. C'est ce qui t'a défini, toi, la qualité du travail, la discipline, la patience. La patience, ouais. Et moi, je suis très heureux de t'avoir ici, surtout pour ces premiers numéros, parce que c'est assez important. C'était difficile, mais voilà, on est parvenu. Quel est ton dernier message, Yassine? Alors, mon dernier message commence par d'abord te remercier pour l'honneur que tu me fais de passer à ce premier numéro parce que il y a assez de personnes peut-être avec un gabarit plus élevé, plus costaud que moi qui sont là, mais tu as choisi. Que nous visons, voilà. Parce que, en fait, le but, je ne l'avais pas expliqué, mais voilà, le but, c'est de mettre en avant les gens qui ont plus d'impact, mais qu'on les voit peu. Ok. Ils ont plus d'impact, mais qu'on les voit peu. Il y a des gens qui ont moins d'impact, mais qui font trop de bruit. Ça, on les évite. Ouais, ok. Voilà, donc merci. À votre place. merci pour l'honneur que tu me fais en m'invitant à ce premier numéro de ce podcast. Il y a beaucoup de gens dans l'environnement, dans l'écosystème. Mais tu as porté ton choix sur moi. C'est un honneur et je voudrais vraiment t'en remercier. Et en même temps, te souhaiter aussi beaucoup de courage parce que c'est organiser et faire un podcast comme celui-là, ça nécessite beaucoup de travail, de sacrifice. Et il faudrait vraiment que tu continues d'avoir ce courage, cette énergie à pouvoir faire autant de numéros dans les mois et dans les années à venir. Donc, je te souhaite bonne suite. Maintenant, mon mot à l'endroit des jeunes, c'est un seul conseil. C'est que dans le monde professionnel, lorsqu'on veut construire sa carrière en tant que jeune, il faut être patient. Il faut être patient et construire sa carrière brique après brique. Et la construction patiente de sa carrière passe par l'acquisition des nouvelles compétences exigées par le marché. Si aujourd'hui, le marché exige telle compétence, cherchez à acquérir ces compétences-là. Ça, c'est l'une des choses. L'autre chose, c'est il faudrait vraiment s'accrocher à des personnes qui sont peut-être les pionniers dans notre secteur d'activité, ou bien qui connaissent, qui maîtrisent mieux le secteur d'activité dans lequel on veut se lancer, qui ont de l'expérience. Il faut être tout le temps avec ces personnes-là, au lieu de courir derrière eux pour peut-être une bouteille de bière, cours derrière eux plutôt pour qu'on t'aide à obtenir peut-être un stage dans une structure, ou bien à réviser ton CV, ou bien à t'aider à postuler à une offre. C'est ce qu'il faut rechercher auprès de ces personnes-là. Donc, il faudrait vraiment être patient aussi. Parce que la réussite ne vient pas d'un coup. On peut faire face à beaucoup de revers, mais il faut savoir aussi se relever à chaque fois qu'on fait face à des revers ou on rejette nos candidatures. Au lieu
s'asseoir et puis dire que non, on a recruté leur personne et puis voilà, on m'a rejeté parce que je n'ai personne dans la société. Sur son sort. Non. Il faut pas le faire. Il faut chercher plutôt à savoir pourquoi on m'a rejeté. Pourquoi ma candidature n'a pas été rejetée. Cela pourrait éventuellement t'amener à faire une évaluation de tes compétences. Et tu pourrais peut-être découvrir que, voilà, il t'a manqué telle ou telle compétence. C'est pourquoi tu n'as pas été retenu. Et cela pourrait éventuellement t'amener à pouvoir payer une formation, une certification et acquérir ces compétences et revenir plus fort pour les prochaines opportunités. Donc, il faudrait vraiment avoir cette posture lorsqu'on est dans la recherche d'emploi. Patient, construire sa carrière brique après brique, développer des compétences recherchées par le marché, côtoyer des personnes dans son domaine qui peuvent nous aider à grandir. Voilà ce que je peux donner comme conseil très rapidement. D'accord, je te remercie d'être passé. La patience, comme on le dit, disait un artiste chez nous, c'est la longueur du temps. Ouais. Donc il faut être patient. C'était Talino Manou, bien sûr. Ouais. Il faut être patient. Ouais. Il faut apprendre. Il faut prendre des compétences. Nous, on n'est pas compétents en podcast. Donc on apprend aussi. C'est le premier numéro. Voilà, je vous présente mes excuses déjà. Si vous aurez à constater des imperfections. Je vous remercie d'avoir suivi ces podcasts et rendez-vous pour le prochain numéro.